Le plus bel amour de Don Juan. Nouvelle déjà parue en 1867. Les personnages sont la marquise Guidery, le narrateur, Don Juan, lui-même Jules Amédée Hector de Ravilla de Ravilès, la comtesse de Chivreva, la duchesse de D, la mère et la petite Masque. Barbey se plaît à emboîter ses narrateurs comme des poupées russes. Et cette nouvelle en fournit un bon exemple. Un premier narrateur nous parle du comte Ravilla de Ravilès. La marquise, Guidery, demande des nouvelles de Don Juan au narrateur. Ce dernier lui répond qu'il se porte fort bien. L'homme qui se surnomme Don Juan se nomme en réalité le comte Jules Amédée Hector de Ravilla de Ravilès. C'est un homme de 50 ans et à bonne santé, lequel lui raconte un souper qui lui offrirent une douzaine de ses anciennes maîtresses. Une duchesse de D lui demande « Vous qui passez pour le Don Juan de ces temps-ci, vous devriez nous raconter l'histoire de la conquête qui a le plus flatté votre orgueil d'homme aimé et que vous jugez à cette lueur du moment présent le plus bel amour de votre vie. » Lors de ces discussions, Ravilla de Ravilès dit alors quel a été le plus bel amour de sa vie. Une marquise à Paris, à laquelle il a dû apprendre l'art de l'amour. On ne connaît pas vraiment son vrai nom. Pendant 18 ans, il sera attaché à cette femme. Elle avait une fille de 13 ans, Valentine, surnommée la petite Masque. La fillette demeurait morose et triste. Est-elle jalouse de cet homme qui l'a privée de sa mère? Ou à vous maintenant d'en finir la lecture. Je vais vous lire un passage de cette nouvelle. Cette fois-ci, je vais vous lire un passage de la nouvelle Le plus bel amour de Don Juan. Maladroite aux caresses, comme elle était imprudente dans la vie, continua Ravilla, qui ne pesa pas plus que cela sur le renseignement. Il fallait que l'homme qu'elle aimait lui enseignât incessamment de choses qu'elle n'a jamais apprises. Du reste, à ne pas se perdre vis-à-vis d'un monde toujours armé et toujours implacable, et à pratiquer dans l'intimité le grand art de l'amour, qui empêche l'amour de mourir. Elle avait cependant l'amour, mais l'art de l'amour lui manquait. C'était le contraire de tant de femmes, qui n'en ont que l'art. Or, pour comprendre et appliquer la politique du prince, il faut être déjà Borgia. Borgia précède Machiavel. L'un est le poète, l'autre le critique. Elle n'était nullement Borgia. C'était une honnête femme amoureuse, naïve, malgré sa colossale beauté, comme la petite fille du dessus de porte qui, ayant soif, veut prendre dans sa main de l'eau de la fontaine et qui, haletante, laisse tout tomber à travers ses doigts et reste confuse. C'était presque joli, du reste, que le contraste de cette confusion et de cette gaucherie avec cette grande femme passionnée qui, à la voir dans le monde, eût trompé tant d'observateurs. Qui avait tout de l'amour, même le bonheur, mais qui n'avait pas la puissance de le rendre comme on le lui donnait. Seulement, je n'étais pas alors assez contemplateur pour me contenter de ce joli d'artiste. Et c'est même la raison qui, à certains jours, la rendait inquiète, jalouse et violente. Tout ce qu'on est quand on aime est l'aimer. Mais jalousie, inquiétude, violence, tout cela mourait dans l'inépuisable bonté de son cœur. Au premier mal qu'elle voulait ou qu'elle croyait faire, maladroite à la blessure comme à la caresse. Lionne, d'une espèce inconnue, qui s'imaginait avoir des griffes et qui, quand elle voulait les allonger, n'en trouvait jamais dans ses magnifiques pattes de velours. C'est avec du velours qu'elle égratignait.
Le bonheur dans le crime. Cette nouvelle, déjà parue en 1871, comporte les personnages suivants. Le narrateur, le docteur Torti, le comte de Savigny, la comtesse de Savigny, née Mademoiselle Cantor, la comtesse de Savigny, née Mademoiselle Haute-Claire Stacy, qui est elle-même Eulalie. Le docteur Torti et le narrateur se promènent au jardin des plantes. Devant la cage de la panthère, un couple attire l'attention du narrateur. Il s'agit du comte Serlon de Savigny et de son épouse, Haute-Claire Stassin. Le docteur Torti raconte leur histoire qu'il a suivie en tant que médecin et ami auprès d'eux. La jeune femme, Mademoiselle Haute-Claire Stassin, de grande qualité, ravissante et experte en escrime, et le comte tombe amoureux. Il prépare un stratagème diabolique pour se débarrasser de l'épouse du comte et pouvoir rester ensemble. Des amants diaboliques qui fomentent le meurtre de l'épouse indésirable. Quoi de plus classique dans la littérature? Cependant, l'auteur nous livre ici une nouvelle des plus sulfureuses. La force du mal réside moins dans l'assassinat de la comtesse que dans sa mise en œuvre patiente et dans son impunité. Les deux pernicieux étant la complicité de la victime qui laisse faire ses bourreaux par fierté aristocratique. La nouvelle tourne autour de 4 personnages qui vont chacun tenir un rôle dans l'issue fatale. La trahison du comte, la détermination d'Haute-Claire qui est Eulalie, le masochisme de la comtesse qui se laisse tuer pour l'honneur, et que dire du docteur et de son voyeurisme? En effet, le docteur Torti avait bien vite reconnu Haute-Claire dans la femme de chambre Eulalie. À tout moment, il aurait pu prévenir la comtesse. Pourtant, il n'en fera rien. Pourquoi? Par voyeurisme. Il veut voir jusqu'où cela peut aller. Sa curiosité est piquée par la cocasserie de la situation. Le docteur apparaît dans cette nouvelle comme le témoin silencieux de la passion des 2 amants diaboliques. Mais qui est le plus diabolique dans cette histoire? Le lendemain, vous pouvez le croire, continua le docteur Torti, j'étais au château de Bonheur, mais ni ce jour, ni les suivants, je n'y vis rien qui ne fût le train de toutes les maisons, et tout est normal et régulier. Ni du côté de la malade, ni du côté du comte, ni même du côté de la fausse Eulalie, qui faisait naturellement son service comme si elle avait été exclusivement élevée pour cela. Je ne remarquai quoi que ce soit qui pût me renseigner sur le secret que j'avais surpris. Ce qu'il y avait de certain, c'est que le comte de Savigny et Haute-Claire Stassin jouaient la plus effroyablement impudente des comédies, avec la simplicité d'acteurs consommés, et qu'ils s'entendaient pour la jouer. Mais ce qui n'était pas si certain, et ce que je voulais savoir d'abord, c'est si la comtesse était réellement leur dupe, et si, au cas où elle l'était, il serait possible qu'elle le fût longtemps. C'est donc sur la comtesse que je concentrai mon attention. J'eus d'autant moins de peine à la pénétrer qu'elle était ma malade et par le fait de sa maladie, le point de mire de mes observations. C'était comme, je vous l'ai dit, une vraie femme de V, qui ne savait rien de rien que ceci, c'est qu'elle était noble et qu'en dehors de la noblesse, le monde n'était pas digne d'un regard. Le sentiment de leur noblesse est la seule passion des femmes de V. Dans la haute classe, dans toutes les classes, fort peu passionnées. Mademoiselle Delphine de Cantor, élevée aux bénédictines où, sans nulle vocation religieuse, elle s'était horriblement ennuyée, en était sortie pour s'ennuyer dans sa famille, jusqu'au moment où elle épousa le comte de Savigny, qu'elle aima, ou crut l'aimer. Avec la facilité des jeunes filles ennuyées à aimer, le premier venu qu'on leur présente. C'était une femme blanche, molle de tissu, mais dure d'eau, au teint de lait, dans lequel eût surnagé du son,
quand les petites taches de rousseur dont il était semé étaient certainement plus foncées que ses cheveux, d'un roux très doux. Quand elle me tendit son bras pâle, veiné, comme une nacre bleuâtre, un poignet fin et de race où le pouls à l'état normal battait, languissamment, elle me fit l'effet d'être mise au monde et créée pour être victime, pour être broyée sous les pieds de cette fière Hauteclaire qui s'était courbée devant elle jusqu'au rôle de servante. Seulement, cette idée qui naissait d'abord en la regardant était contrariée par un menton qui se relevait à l'extrémité de ce mince visage, un menton de Fulvie sur les médailles romaines, égaré au bas de ses minois chiffonnés, et aussi par un front obstinément bombé, sous ses cheveux sans rutilance. Tout cela finissait par embarrasser le jugement. À vous d'en finir la lecture.